Chapitre 33 Démocratie. Après avoir passé le plus clair de notre temps dans la grotte des immortels, puisque tel était le surnom que les rebelles donnaient à Prométhée, je finis mes journées de réglus en compagnie de mon groupe dans un des quartiers résidentiels de la colonie. Pendant mon absence, Icare s'était lié d'amitié, selon ses dires, avec Stéphanie Berny, la guide avec laquelle je les avais laissés. En tant qu'ancienne occupante de la base, elle fit visiter à mes amis et mes parents les installations civiles de la cité troglodyte. Quand je les rejoignis, alors qu'Arjuna ne tarissait pas d'allusion au sujet de la relation amicale liant Icare et Stéphanie, Neti, avec le concours de mon père Sinaraja, se régala de m'exposer l'organisation et le quotidien de la population. Nous déambulions dans des couloirs irréguliers ornés de tapisseries changeantes. Alors que mademoiselle Berny voulait m'expliquer leur fonctionnement, Neti ne la laissa pas parler. Télalisons dans notre ancienne églole, il s'empressa de me montrer qu'il avait assimilé toutes les nouveautés de cette colonie atypique. Je compris alors que les décors muraux évoluaient sous l'action d'un programme informatique, une sorte de commande automatique générée par des signaux électriques. La première utilité de ce système était de conserver le rythme biologique journalier des habitants en l'absence permanente du soleil. Ainsi, la colonie s'illuminait d'elle-même comme une ville de surface le serait par l'astre solaire. Elle décorait ses murs jusqu'à leur moindre recoin de paysages filmés avant la guerre du jugement dernier. Grâce à cet ingénieux système, bien que ses hôtes devaient rester enfermés dans cette matrice souterraine, ils avaient l'impression de voyager dans les villes du monde. En effet, en plus de l'alternance du jour et de la nuit, les tapisseries pouvaient afficher divers décors des métropoles encomadis comme une multitude de paysages. Le long des corridors, on pouvait observer quelques commerces et diverses habitations. Bien qu'aucune ne fût ostentatoire, la plupart avaient des tailles différentes. J'imaginais donc facilement que l'ameublement de ces dernières devait lui aussi refléter des disparités de rémunération entre individus. J'abordais donc les sujets économiques avec notre amphitryon. Au lieu de laisser Stéphanie répondre, mon père lui demanda s'il pouvait m'enseigner ce qu'il venait d'apprendre sur le sujet. Évidemment, mademoiselle Berny ne fut pas contrariante. Sinaraja commença par m'exposer le cadre de la loi. Tu vois, mon fils, dans cette société, à ses débuts, il y eut un immense débat démocratique et historique pour faire l'inventaire des bonnes pratiques tant pour la justice sociale que pour la bonne gestion du bien public. Ainsi se forma ce que l'on appelle une assemblée constituante qui donna au peuple la responsabilité d'écrire sa propre constitution. Et c'est quoi une constitution, papa? J'y viens. Dans notre monde, en surface, quel que soit le pays où tu habites, les lois qui le régissent doivent être en accord avec les écrits comadisaux. En effet. Et bien dans ce cas, les comadis jouent le rôle d'une constitution à l'échelle mondiale. En résumé, c'est la base et le cadre de la loi. Oui, s'avance. Donc si je comprends bien, le bénéfice d'avoir créé une assemblée constituante populaire est que cette dernière établit la répartition des pouvoirs ainsi que les droits et devoirs fondamentaux de chaque citoyen. Exactement. Cette démarche fut inspirée par des faits historiques et surtout par des contemporains comme Étienne Chouard. Ces derniers avaient su convaincre les masses d'écrire elles-mêmes leur constitution plutôt que de laisser les politiciens la verrouiller afin d'assouvir leurs intérêts individuels et leur soif de pouvoir. Les rebelles avaient pris conscience qu'il ne leur fallait plus désigner leurs maîtres en abandonnant la politique aux politiciens. Ils avaient compris qu'ils devaient apprendre et enseigner le droit pour se saisir du débat législatif et donc de leur avenir. Dans le système comadissal, nous étions bien loin d'une telle évolution. Parle-moi à présent du contenu dans les grandes lignes s'il te plaît. Eh bien mon fils, sous le contrôle de Stéphanie bien entendu, je vais te donner un aperçu des droits humains fondamentaux gravés dans cette constitution et tu verras que pour être efficace et juste, nous ne devons pas substituer à la loi sa simplicité par la technocratie. Je sentais au fond de moi, depuis longtemps déjà, que ce qui relève du bien public relève aussi de l'évidence. Au cours de nos discussions, nous continuions notre chemin. Il était déjà tard mais nous n'avions pas sommeil. Au détour d'un croisement, alors que Stéphanie nous annonçait que nous étions presque arrivés dans notre nouveau chez nous, notre groupe passa devant une petite place conviviale où de nombreuses personnes discutaient et se divertissaient. Ma mère, suggéra de faire connaissance avec ceux qui devaient être nos futurs voisins. Devant l'engouement de sa proposition au sein du groupe,
Papa me persuada de continuer plus tard son résumé historique et politique. Qui plus est, Mademoiselle Berny nous informa que le lendemain elle nous ferait visiter le Parlement populaire de la colonie. Ce serait en effet l'occasion de conclure sur le système politique adopté par les rebelles. Arjuna, qui ne voulait pas être en reste devant le charme d'Icare, fit un premier contact avec un groupe de filles qui s'adonnaient à un jeu de société sur une des tables de la place. Heureusement pour lui, Stéphanie arriva juste derrière pour préciser qui nous étions. Grâce à elle, l'abordage un peu rustique de mon ami laissa place à la curiosité chez nos interlocutrices. Comme je ne voulais pas attirer leur attention par le simple fait d'appartenir à la Trinité, je demandai à Nettie de porter main forte à Arjuna pour répondre à leurs interrogations. Plutôt que de m'attarder sur les inanités de l'occasion, je m'imprégnais de l'aura de ce lieu. La place était extrêmement bien décorée, tant dans son architecture que dans son mobilier urbain. Les commerces qui y étaient attenants s'intégraient parfaitement au cadre général. Plusieurs niveaux s'enchevêtraient les uns sur les autres pour donner de la profondeur et de la consistance au lieu. Grâce à ce relief, diverses ambiances se côtoyaient et offraient ainsi chacune leurs activités. Alors que le tout un chacun vaquait à ses occupations, un plan d'eau qui traversait la place de part en part attira mon attention. Les gens si bannis habillés, peut-être était-ce une illusion d'optique, mais ils ne me semblaient pas mouillés. Notant mon air interloqué, Stéphanie s'approcha de moi en laissant le groupe discuter avec leur nouvelle copine. Savance, tu te rappelles des ascenseurs électromagnétiques que nous avons empruntés dans la journée? Oui, ceux qui nous portent grâce aux fibres de nos vêtements. C'est cela. En fait, nos habits sont plus intelligents que ce que tu ne l'imagines. Selon les champs électromagnétiques qui leur sont appliqués, ils peuvent reproduire divers mouvements et donc diverses sensations pour le corps. Par ailleurs, ils ont aussi la particularité de moduler certains champs électriques de surface afin d'interagir plus subtilement encore avec notre toucher. Tu es donc en train de me dire, Stéphanie, que je ne rêve pas. Ces gens qui paraissent se baigner sont en fait au milieu d'un immense hologramme et leurs vêtements trempent dans un champ magnétique ou je ne sais quoi afin de leur donner la sensation d'un cours d'eau. Tu comprends vite, Savance. Je n'ai aucun mérite, les immortels naissent en utilisant 25% de leur capacité cérébrale. Elle gloussa discrètement, puis me demanda si je voulais expérimenter ce type de baignade. Je lui répondis que ce serait avec plaisir un autre jour mais que pour le moment nous devrions aller sauver ces compatriotes féminines de mes amis. D'un rictus complice, elle accepta implicitement. De retour à la table, je coupai court à la discussion en annonçant au groupe que j'allais dormir. Les filles saisirent cette occasion pour en faire de même. L'effervescence des discours revenus à un niveau glacial, mes amis accompagnèrent mes parents qui m'avaient déjà emboîté le pas. Nettie me tapa sur l'épaule. Savance, tu as vu que la plupart des objets et décors de la place sont des hologrammes? Les filles jouaient en fait à un jeu qui n'existait pas matériellement. Tu n'as peut-être pas remarqué mais un peu plus loin, il y avait un ruisseau dans lequel les gens se baignaient habillés sans se mouiller. Devant l'étonnement général, Stéphanie se sentit obligée de répéter à mes amis ce qu'elle m'avait montré. Nous étions arrivés à notre case. Après une visite de bienvenue, notre charmante accompagnatrice nous souhaita bonne nuit et nous confirma qu'elle viendrait nous chercher demain avec le couple immortel vers 9 heures du matin. Heureusement qu'il y avait une horloge car nous n'étions pas encore habitués à cette nouvelle dénomination horaire. Notant mon désarroi, elle me précisa avant de partir que l'aube, et donc le zéleil, était programmée à 6 heures précises. Sur nos montres, l'heure du rendez-vous serait donc à cœur. Malgré l'excitation de la journée, la fatigue prit vite le dessus et nous tombâmes de sommeil sur des lits confortables. Le lendemain, Espatium, Consang-Esprit, Dari, à 9 heures pile, Stéphanie, Lucience et Guillaume sonnèrent. Arjuna finissait de s'habiller, mes parents étaient prêts, Nettie depuis plus d'une heure, et Icare se dirigeait vers la porte fièrement. Assis sur une chaise, je regardais ce petit monde s'agiter. La poignée tourna et Icare accueillit nos guides. Il embrassa chaleureusement Stéphanie si bien qu'elle en fut gênée. Après quelques pirouettes un peu excessives pour souhaiter la bienvenue à Lucience et Guillaume, Icare me laissa enfin parler. Je vois que vous êtes ponctuel ici. C'est une question de respect que Madame Rimpoche a mis quelques mois à assimiler après son arrivée. Répondit Crispu ironiquement. Lucience lui marcha sur le pied et prit la parole.
Mes chers, aujourd'hui, nous vous emmenons visiter le Parlement populaire de la colonie. Nous en profiterons pour vous exposer le fonctionnement de notre système politique, économique et social dans ses grandes lignes. Est-il identique dans les autres cités rebelles? Oui, monsieur. Tout le monde sortit et papa referma la porte. Je m'étonnais auprès de Stéphanie qu'il n'y ait pas de clé. Elle me regarda, elle me sourit, puis elle m'affirma d'une pure et évidente simplicité que si les uns ne connaissaient ni la misère ni la servitude, les autres ignoraient tant le meurtre que le vol. Avant de rejoindre tout en haut de la colonie la place populaire qui faisait office de parlement, nous fîmes une halte dans une ferme de quartier. Au détour d'un couloir, l'un des axes principaux de la ville traversait une cavité haute de 3 étages et d'une superficie équivalente à une vingtaine d'habitations. Au sol poussait une grande diversité de plantes et d'arbres fruitiers. Des écosystèmes savamment implantés et contrôlés assuraient naturellement la bonne santé de la production. Enfin, des robots et diverses machines travaillaient jour et nuit pour entretenir l'endroit, organiser la cueillette et offrir gratuitement aux citoyens les aliments dont ils avaient besoin. Au-dessus de ces vergers et potagers, des imprimantes 3D utilisaient les éléments de base pour élaborer d'autres pans de nourriture qui auraient consommé trop de ressources en étant produits naturellement. Ces machines incroyables fabriquaient entre autres des fibres musculaires sur commande à partir de quelques centaines de motifs catalogués d'espèces terrestres et marines. Pour avoir mangé une tranche de jambon de pays au petit déjeuner, je n'ai même pas noté la différence entre celle-là et une autre faite à partir d'un vrai porc. Les gens amenaient leurs récipients pour pouvoir être servis en denrées. Tout le monde semblait bien éduqué, il n'y avait pas de bousculade pour s'accaparer le plus de biens. La population respectait les cycles de vie des végétaux et savait se passer de certains fruits et légumes en les compensant par d'autres. Selon ce que m'expliqua Guillaume, cette apparente abondance est simplement la conséquence d'avoir éradiqué le gaspillage. Il me confessa néanmoins que tout ce qui fonctionne bien dans cette colonie ne perdure que par une forte culture éducative et citoyenne mais aussi par une meilleure définition des valeurs de leur société. D'après lui, j'allais mieux comprendre plus tard. Il nous invita à passer à une autre étape de la visite. Même si Crispus nous pressait un peu, il me restait de nombreuses questions. Lucien semblait avoir reçu un message important, du coup, elle me vola l'attention de Guillaume. Je marchais à côté de Nettie et partageais de fait mes doutes avec lui. Voyant une telle automatisation au sein de la cité secrète, je me demandais comment le gros de la masse avait du travail et donc une rémunération pour vivre. N'ayant pas de réponse, il interpella Stéphanie qui discutait avec Arjuna et Icar. Elle parut ravie de nous rejoindre. Entre les blagues de répétition de l'un et la drague forcée de l'autre, je n'en pouvais plus. Heureusement que vous m'avez appelé. Un fou rire s'empara du triplet. Mon père, lequel avait entendu la question que j'avais posée à Nettie, laissa ma mère avec les 2 autres garçons et interrompit notre fou rire avec Stéphanie. Excusez-moi mademoiselle Bernie, si vous me le permettez, j'aimerais reprendre la conversation de la veille avec mon fils pour que vous n'ayez pas à vous répéter. Faites donc Sinaraja. Apparemment, Nettie a besoin d'une piqûre de rappel. Les jeunes, en pensant que la rémunération doit être le fruit d'un travail, vous vous posez de faux problèmes. Dans la philosophie sociale de la rébellion, le travail doit être un moyen d'émancipation pour l'être. À tel point de ne plus avoir de travail? Exactement. L'homme est avant tout un citoyen comme je te l'ai explicité hier soir, il doit se préoccuper de la justice, de la culture et de l'éducation. Grâce au travail et aux progrès techniques qu'ils ont engendrés, les ancêtres nous ont transmis un droit nouveau, celui de pouvoir vivre en harmonie avec son monde sans nécessairement travailler. J'étais sceptique quant à cette philosophie économique. Mon père continuait ses éclaircissements. En fait, s'avance, l'histoire économique précédant la Troisième Guerre mondiale a mis en évidence un paradoxe violent en notant le travail des mains d'un avocat, d'un ouvrier, d'un médecin ou d'un agriculteur pour le donner à une machine ou un robot. Le travail humain était sur le point de disparaître grâce au progrès technique. Donc pour les 99% de la population qui ne possédait presque pas de capital et donc pas de rente de ce dernier, sans le travail, il n'avait plus de rémunération possible. C'était la fin du modèle capitaliste tel que nos ancêtres le connaissaient. Si je comprends bien, papa, le revenu de base est devenu un droit constitutionnel et la simple conséquence du progrès technologique?
Oui, mon fils, je ne vais pas rentrer dans les détails économiques au sujet de son financement car je ne les connais pas. Tu pourras approfondir le sujet avec Stéphanie ou d'autres citoyens qui ont déjà reçu cet enseignement. Je vois qu'ici le savoir n'est pas exclusif à certaines castes. Fiston, c'est le savoir qui fait le citoyen, et je pèse mes mots, mademoiselle Bernie te le confirmera. Pour devenir citoyen et pouvoir voter les lois de la cité, il faut atteindre un niveau éducatif de base relativement élevé en validant tous les 2 ans un examen général. Tu veux donc dire qu'une personne peut perdre sa citoyenneté? D'une certaine manière oui, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle serait bannie de la colonie ou qu'elle perdrait ses droits constitutionnels. Elle perdrait temporairement l'exercice de son vote jusqu'à sa réussite au prochain examen. En fait, l'histoire de l'humanité a souvent montré qu'une société ignare sombrait facilement dans la violence et le fanatisme. C'est pour éviter cela que l'éducation est devenue la garante de la citoyenneté et de la véritable démocratie. Nous arrivions à la place du Parlement populaire. Elle ressemblait à une grotte gigantesque savamment éclairée et centrée sur une colonne de marbre haute de plusieurs étages. Cette dernière reliait le sol au plafond et sur sa base carrée était gravée la Constitution populaire de la Rébellion. Au sol, la place était un amphithéâtre inversé. La colonne et donc la Constitution se trouvaient au sommet, comme pour rappeler aux citoyens que leurs droits d'aujourd'hui sont le fruit d'une lutte passée et d'un effort constant. Les pentes légèrement inclinées du Parlement populaire étaient recouvertes d'un beau gazon vert. Sur tout son périmètre, en bordure de la place, un immense cercle de dalles blanches peintes de diverses couleurs répétait dans de nombreuses langues le message suivant: notre Dieu est le savoir, notre religion est son apprentissage, notre nation est son partage, notre chef est le citoyen. Notre groupe s'arrêta près de l'entrée qui nous avait fait pénétrer sur cette place. Lucience prit la parole pour nous expliquer le rôle et le fonctionnement du Parlement populaire. Tout d'abord, les citoyens avaient le devoir de participer au moins 1 heure par jour en moyenne aux débats politiques qui se déroulaient tant de jour que de nuit sur la place. En réalité, aucun système ne contrôlait la venue des citoyens, seule l'éducation qu'ils avaient reçue leur faisait respecter ce principe ainsi que leurs institutions. Lucience nous montra du doigt les divers groupes répartis sur la place parlementaire qui discutaient exclusivement de politique et de droit. Elle nous explicita alors le concept sous-jacent à cette situation. La Constitution populaire de la Rébellion garantit le droit à tous les citoyens de pouvoir proposer des lois ou d'en modifier d'autres. Pour qu'une proposition ou une altération soit présentée au vote populaire, l'auteur doit recueillir 1% de signatures électroniques du corps des votants. Sur une population d'environ 50 000 personnes par exemple, ça ne représente que 500 signatures. C'est à cela que sert le Parlement populaire. Chaque citoyen qui souhaite proposer et débattre sur une loi vient le faire ici au Parlement. Si l'auteur a su convaincre suffisamment de votants, ces derniers lui auront laissé leur signature et lui auront donc donné le pouvoir de soumettre sa loi au vote populaire. Le vote est un autre grand rendez-vous civique de la Rébellion. Tous les trimestres, les propositions de loi qui ont reçu plus d'1% de signatures sont présentées au corps électoral, donc à l'ensemble des citoyens. Tous sont obligés de voter, il n'y a aucun débat politique hors du Parlement afin de ne pas influencer les esprits les plus fragiles. Il est du devoir de chaque citoyen de s'informer et de comprendre le contenu des lois et leurs conséquences avant de les voter. Le vote se fait ensuite électroniquement via un sous-système sécurisé de Prométhée. Chaque votant peut se prononcer pour ou contre une proposition de loi, ou même les deux s'il n'a pas d'opinion. Après le vote, le nouveau code légal est disponible sur le réseau informatique de la colonie et s'applique à tous les habitants, tant dans les secteurs régaliens que privés. Les représentants de la loi font appliquer cette dernière sous le contrôle régulier des audits citoyens. À dire vrai, Guillaume commenta qu'il y avait peu de vérification car après plusieurs siècles d'éducation éthique et démocratique, le respect et l'honnêteté avaient fait leur place dans la mémoire sociale des cités rebelles. Nous étions tous admiratifs devant une telle harmonie. Je commentais d'ailleurs avec Lucience que nous avions fait le bon choix en rejoignant la rébellion. Du moins en l'état, nous souhaitions substituer ce système à celui de l'ordre divin des comédies.